Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va mettre en place le canevas de résolution de l'étude d'un filtre passif. Tous les filtres passifs s'étudient de la même manière, que ce soit en électricité ou même en mécanique, parce que les fonctions de transfert qu'on peut utiliser en électricité, on peut aussi les utiliser avec des filtres mécaniques. Et c'est toujours le même canevas de résolution. Alors j'aimerais voir avec toi les différents pièges, parce qu'il y a des petits pièges qui sont là aussi toujours les mêmes, de l'étude d'un filtre, et j'ai choisi un filtre passe-bas d'ordre 2. C'est assez riche, on va voir que voilà, il y a plein de petites subtilités dans lesquelles on va rentrer, et c'est l'étude d'un circuit RLC série tout simplement, et pourtant le circuit RLC série c'est très riche. Donc on va regarder ce qui se passe en étudiant la tension aux bandes de la capacité. Donc on va voir ce circuit comme un quadripôle, et tu vas voir qu'on va faire une analyse qualitative, on va voir comment tracer très rapidement le diagramme de Bode. Le plus souvent, le diagramme de Bode n'est pas une fin en soi, donc il faut savoir l'étudier très rapidement, sans perdre de temps. Et j'aimerais voir avec toi donc les méthodes, et toutes les méthodes qu'on va voir là, tu peux les utiliser pour tous les autres types de filtres passifs. Donc on étudie un circuit RLC série. Donc en entrée, on a mis le GBF, en sortie, on a mis la capacité. Et bien sûr, tu sais que la masse de l'oscillo doit être commune avec la masse du GBF. Voilà pourquoi on n'a pas le choix, il faut mettre la capacité ici au bout du circuit pour pouvoir visualiser simultanément en entrée la tension délivrée par le GBF et en sortie, donc la tension de sortie qu'on étudie. Alors, première chose, c'est l'analyse qualitative. L'analyse qualitative, il faut savoir la faire rapidement pour identifier la nature du filtre. Donc, en basse fréquence, la bobine dont l'impédance est JL oméga, donc oméga tend vers 0, donc c'est un simple fil, résistance, et donc l'impédance du condensateur 1 sur JC oméga en module tend vers plus l'infini, donc c'est un interrupteur ouvert, et donc le circuit est équivalent à ce montage-là. Alors tout de suite, un piège très classique, c'est la tension aux bandes d'un interrupteur ouvert. Pour beaucoup d'étudiants, la tension aux bandes d'un interrupteur ouvert est nulle. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'en fait, c'est faux, ça. C'est une inconnue. Donc, la tension aux bandes d'un interrupteur ouvert, j'insiste, est une inconnue. Et cette inconnue se détermine par application de la loi d'Émaille. Donc, c'est la loi d'Émaille, quel que soit le circuit, qui peut te permettre de déterminer US. Donc, surtout, ne le fais pas au hasard et surtout, ne dis pas a priori, c'est nul. Donc, il n'y a pas de courant dans le circuit puisque le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, donc pas de chute de tension aux bandes de la résistance. U égale RI est nul. On peut tourner dans ce sens-là dans la maille, et donc on aura UE moins RI plus US, moins US, pardon, égale 0. Donc on voit tout de suite que US est égal à UE de T. Donc en basse fréquence, le gain tend vers 1, US sur UE. En haute fréquence, donc les comportements sont inverses. La bobine JL oméga, l'impédance tend vers plus l'infini. Alors là aussi, retiens bien les justifications. Si tu oublies le comportement des capacités bobine haute fréquence, basse fréquence, tu peux le retrouver grâce à l'impédance. Si l'impédance tend vers 0, c'est un fil. Si l'impédance tend vers plus l'infini, c'est un interrupteur ouvert. Donc voilà, plutôt que de faire ça au hasard ou d'avoir peur de te tromper, raisonne sur les modules des impédances. Donc le comportement est dual, comme on dit, en haute fréquence, basse fréquence. Donc toujours pas de courant dans le circuit. La bobine se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc US, la tension aux bandes d'un fil, ça fait 0, un fil de résistance négligeable, U égale RI, R négligeable. Donc H égale US sur UE est pratiquement nul. Donc là aussi, pour reconnaître directement la nature d'un filtre, on a un gain de 1 en basse fréquence, de 0 en haute fréquence, donc c'est un filtre passe-bas. C'est pas difficile. Calcul de la fonction de transfert à partir du pont diviseur de tension. Donc le pont diviseur de tension, je te le rappelle, peut s'utiliser à condition qu'il n'y ait pas de dérivation de courant dans le circuit, c'est-à-dire qu'il faut que tous les éléments soient en série, c'est-à-dire que le même courant traverse L, R et C. Alors bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'on a l'impédance d'entrée de l'oscilloscope. Si on veut voir cette tension à l'oscilloscope, on fait quand même charger le filtre sur
l'impédance d'entrée de l'oscilloscope, néanmoins connaît une grandeur, une valeur, un ordre de grandeur de cette impédance d'entrée, environ 1 mégohm. Et donc, si les impédances d'entrée, les impédances du circuit sont très petites devant cette impédance d'entrée de l'oscillo, ce qui est très souvent le cas, on pourra utiliser le pont diviseur de tension. Donc, ZC sur R plus JL oméga plus ZC, donc la formule du pont diviseur, à connaître évidemment par cœur. Et donc, ça, on va faire apparaître des groupements sans dimension en multipliant en haut et en bas par JC oméga. Donc on aura 1 plus JRC oméga moins L2 C2 oméga 2. Alors j'en profite tout de suite pour faire quelques petites remarques. Donc systématiquement, il faut vérifier l'homogénéité de ta fonction de transfert. Il faut qu'elle soit sans dimension. Et pour ça, donc on aime beaucoup les groupements JRC oméga. RC c'est un temps, oméga c'est l'inverse d'un temps. Donc les groupements JRC oméga sont sans dimension. De la même manière, les groupements L2C2 oméga 2 sont sans dimension. Alors comment le voir? Tu sais qu'un temps caractéristique, par exemple d'un circuit RC, c'est tau égale RC. Un temps caractéristique pour un circuit RL, c'est L sur R. Donc si tu fais le produit tau-tau', ça fait donc L fois C, donc c'est homogène à un temps au carré. Donc un produit LC, sache-le, c'est un temps au carré. Donc d'ailleurs, ici, il n'y a pas de carré. Tu vois, c'était pour voir si tu suis. Par analyse dimensionnelle, j'ai détecté une erreur d'homogénéité. Donc tu vois, c'est extrêmement utile. Étape d'après, on va mettre ça sous forme canonique. Donc voilà encore une compétence à avoir, savoir mettre un filtre sous forme canonique. Alors très souvent, les élèves me demandent, est-ce qu'il faut que j'apprenne les formes canoniques par cœur? Bon, ma réponse est non. Éventuellement, tu peux les mettre dans ta machine. Alors c'est vrai que dans certains sujets, il n'y a pas les formes canoniques, alors qu'elles pourraient être très utiles. Bon, si c'est une épreuve sans machine à calculer, j'allais dire tant pis, tu peux rien faire, à moins de la connaître par cœur. Alors c'est vrai qu'avec un peu d'habitude, certains les retiennent, certains les connaissent. Maintenant, je ne peux pas te dire, apprends-la vraiment par cœur, mais c'est vrai que ça peut franchement rendre service dans l'étude des filtres, puisque quand on en a étudié un, eh bien, quelque part, on les a un peu tous étudiés, et donc on va faire une étude systématique en fonction du facteur de qualité de ce filtre. Alors, mise sous forme canonique. Donc la forme canonique d'un filtre passe-bas d'ordre 2, c'est celle-là, H0 sur 1 moins x carré plus JX sur Q. Donc c'est une simple identification. Alors quand tu mets un filtre de façon générale sous forme canonique, il faut toujours réfléchir dans quel ordre je vais identifier les choses. X, bien sûr, c'est oméga sur oméga 0 avec oméga 0, donc une pulsation. Alors attention là aussi, il y a des pièges. Cette pulsation n'est pas nécessairement ni une pulsation de résonance, ni une pulsation de coupure. En fait, on ne sait pas, c'est juste quelque chose qui est homogène à une pulsation et on va voir que différentes situations peuvent arriver. Alors, on voit directement que H0 égale 1. Bon, ça c'est facile. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'identifie d'abord x sur q ou bien x carré? Alors, la réponse, évidemment, c'est d'identifier d'abord x carré avec moins LC oméga carré, puisque là, tu n'auras qu'une seule inconnue, c'est oméga 0. Et ensuite, tu pourras, en identifiant x sur q avec le terme en JRC oméga, identifier le facteur de qualité. Donc, on aura moins LC oméga 2 égale moins x carré, ce qui nous donne donc oméga 0 au carré est égal à 1 sur LC. Donc, on retrouve la pulsation propre du circuit LC. Mais là aussi, de façon générale, quel que soit le circuit qu'on te donne, fais attention de ne pas parachuter des formules toutes faites pour oméga 0. La valeur de oméga 0 doit sortir de l'identification. Donc oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. Et ensuite, donc on aura RC oméga est égal à X est égal à oméga sur Q, même est égal à X sur Q, oméga sur oméga 0 Q. Donc en remplaçant oméga 0, tu peux vérifier que tu retrouves le facteur de qualité sans dimension du circuit RLC série. Bon, tu t'y attendais certainement, mais voilà, ça sort du calcul. Ce n'est pas quelque chose à parachuter directement avant d'avoir fait l'identification, parce que sinon, tu ne sauras pas t'adapter à d'autres filtres pour lesquels
eh bien, par exemple, Q ne vaut pas 1 sur R racine de L sur C. Par exemple, tu prends un circuit RLC parallèle au lieu d'être un circuit RLC série. Le facteur de qualité d'un circuit RLC parallèle, au lieu d'être 1 sur R racine de L sur C, c'est R racine de C sur L, c'est-à-dire c'est l'inverse. Alors bien sûr, former un facteur sans dimension à partir de R, L et C, là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais si tu prends l'inverse, c'est encore sans dimension. Et donc, ça peut encore convenir. Donc, tu vois, il faut faire très attention. Donc, oméga 0 est égal à 1 sur LC, Q égale 1 sur R, racine de L sur C. Donc, on retient que la mise sous forme canonique voilà, doit s'adapter vraiment à la fonction de transfert qui est la tienne. Alors ensuite, quand on étudie un filtre de ce genre, on fait un peu quelque chose de mixte, c'est-à-dire je vais remplacer H0 par sa valeur. Par contre, je vais laisser les notations en X et en Q parce que c'est bien commode. On va pouvoir faire une discussion en fonction de X et Q, donc X étant oméga sur oméga 0, qu'on appelle parfois la pulsation réduite. On aime beaucoup en physique travailler avec des grandeurs sans dimension. Bon, alors, étude de ce filtre. D'abord, un truc qui est vraiment toujours très bien à faire, c'est de voir que l'on retrouve le comportement qualitatif. Tu vois, là, tu as encore un moyen d'auto-vérification, c'est-à-dire que tu peux vérifier toi-même que ton analyse qualitative était correcte en regardant le comportement asymptotique de H. Alors, le conseil que je donne à mes étudiants, c'est de prendre des équivalents de la fonction de transfert, mais en notation complexe. On va voir l'intérêt de ça. L'intérêt de ça, c'est que tu fais d'une pierre deux coups. Tu vas avoir directement les asymptotes pour le gain en décibels et tu vas avoir les asymptotes pour la phase. Donc c'est extrêmement commode plutôt que de faire une étude compliquée. Un truc très rapide, encore une méthode bazooka, si j'ose dire, eh bien c'est d'étudier en basse fréquence et haute fréquence un équivalent de la fonction de transfert. Donc tu traites ça comme un quotient de polynôme en X et tu utilises les méthodes classiques sur les équivalents. Donc en basse fréquence, en haut, bon il est tout seul, c'est 1. Et en bas, X tend vers 0. Donc on voit que l'équivalent, mais on est en complexe même s'il est réel, c'est 1. Et donc là, bah, regarde, tu retrouves ce que tu avais fait avec ton analyse qualitative. Alors si tu en es là, tu peux te dire pratiquement, j'ai bon. En haute fréquence, l'équivalent, alors attention, 0 n'est jamais un équivalent, il faut faire attention. Donc en haut, c'est 1 et en bas, donc c'est le terme de plus haut degré qui domine. À haute fréquence, oméga tend vers l'infini, donc c'est le terme de plus haut degré qui domine. Donc on a moins 1 sur x carré. Et ce truc-là, quand oméga tend vers l'infini, quand x tend vers plus l'infini, donc là x tendait vers 0, là x tendait vers plus l'infini, donc tend bien vers 0. Et donc, on retrouve bien le comportement passe-bas de notre filtre. Donc, ça, c'est extrêmement commode pour étudier, déjà voir si on retrouve le comportement qualitatif et valider ce comportement qualitatif. Si jamais tu t'aperçois qu'il y a une différence entre ces deux, c'est que tu t'es trompé ou bien dans l'analyse qualitative, ou bien dans le calcul, ou bien sûr dans les deux. Mais voilà, bon, si tu trouves pareil, c'est que certainement tu es sur la bonne piste. Alors, comment est-ce qu'on peut se servir de ces équivalents maintenant pour tracer très rapidement les asymptotes du gain en décibels, en haute fréquence et en basse fréquence? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, alors voilà comment ça se passe. Donc, bon, le gain en tension, donc c'est le module de H, va être équivalent à 1. Et ici, donc le gain en tension, module de H, va être équivalent à 1 sur x au carré. Donc j'ai simplement pris la valeur absolue, le module de cet équivalent. Et je sais que le gain en décibels, GdB, c'est 20 fois le log décimal du module. N'oublie surtout pas les modules, la valeur absolue de H. Donc on voit qu'en basse fréquence, ça fait 0 dB. Donc directement, tu as cette asymptote. Et en haute fréquence, donc GdB, donc équivalent, donc égal à 20 log de module de H, donc équivalent à... Donc là, tu prends le log du module de l'équivalent. Voilà la méthode. Tu travailles sur l'équivalent directement. Et donc ça fait moins 40 log de petit x, qu'on appelle aussi parfois donc grand X, le log de petit x avec des notations assez standards. Donc tu vois que sans avoir calculé le module, c'est ça qui est très pratique, regarde, je n'ai pas calculé le module, donc c'est extrêmement rapide, j'ai directement les asymptotes en décibels. Et mieux que ça,
je peux aussi avoir l'équivalent de la phase. Donc la phase, c'est l'argument de H, c'est le déphasage entre la sortie du filtre et l'entrée, donc le déphasage introduit entre US et UE par le filtre. Donc je prends là aussi la phase de l'équivalent. Alors voilà quelque chose d'intéressant, donc c'est argument de 1. Alors argument de 1, c'est l'argument d'un nombre réel strictement positif, donc ça fait 0 modulo 2π. Et là, je vais prendre la phase en haute fréquence, je vais prendre l'argument de l'équivalent. C'est-à-dire, alors là, par contre, attention, il ne faut pas prendre en module, il faut revenir à l'équivalent en complexe. Donc ici, bon, c'est un réel négatif. Là, il y a une petite difficulté. Je fais un petit cercle trigo. Donc quand j'avais 1, j'avais l'argument d'un réel positif. Maintenant, je suis de l'autre côté. J'ai l'argument d'un réel négatif. Donc l'argument d'un réel négatif, c'est plus ou moins pi. Alors là, c'est la seule difficulté, la vraie difficulté de cette méthode, c'est de savoir comment on va trancher entre plus pi et moins pi. Bien sûr, cette phase, elle est définie à 2 pi près. Et suivant l'intervalle dans lequel on choisit de travailler, on peut prendre plus ou moins pi. Mais on va voir que généralement, le choix qu'on fait, c'est pour avoir une phase qui soit monotone. Parce que 0, c'était aussi modulo 2π. Alors, est-ce qu'il faut prendre moins 2π, 0 ou plus 2π? Voilà, on va voir ça. Donc, pour l'instant, on laisse en suspens. C'est la seule vraie difficulté de cette méthode qui reste néanmoins vraiment la plus performante pour aboutir très rapidement à l'étude. Et donc, pour savoir ce qu'on doit prendre comme phase, voilà ce qu'on fait. Bon, allez, je vais effacer ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend un point particulier. Ça, c'est très, très utile. Donc là, on va prendre un point intermédiaire. Et le point intermédiaire qu'on prend, c'est x égale 1. C'est oméga est égal à oméga 0. Et alors, quand on prend ça, donc on fait x égale 1. Donc, tu vois que là, ça se compense. Et donc, on va trouver H0 vaut 1. Alors, je pourrais plutôt regarder ici. Ça fait 1 sur J sur Q. Donc, ça fait Q sur J. Donc, ça fait moins JQ. Puisque 1 sur J, c'est moins J. Moins JQ. Donc, alors ça, c'est très intéressant. Ça nous donne le module de H quand X vaut 1. Donc là, ce n'est pas un équivalent, c'est vraiment sa valeur. Ça fait Q. On va voir que ça va jouer un rôle important plus tard, en particulier quand Q est grand. C'est ce qu'on appellera le facteur de surtension. Et la phase, donc la phase vaudra moins pi sur 2. Là encore, c'est une valeur, j'allais dire, exacte. Ce n'est pas un équivalent, c'est la valeur en x égale 1. Alors, ça c'est très intéressant. Regardons ça. Donc là, on a la phase, on a 0. On a moins pi sur 2 en x égale 1. Donc quand oméga tend vers plus l'infini, on va choisir moins pi pour que la phase soit monotone et décroisse de 0, moins pi sur 2, moins pi. Et donc, rien qu'avec cette étude semi-qualitative, eh bien, on arrive à tracer très rapidement, on peut le faire encore plus rapidement que ce que je fais, mais là, voilà, je te montre la méthode. Donc, phi, et j'ai le gain en décibels. Donc, on peut mettre les asymptotes. Alors, en basse fréquence, donc on a 0 dB, on a moins 40 dB par décade. Donc, souvent, on indique la pente comme ça. Et puis la phase, donc on a 0 et on a moins pi. Et on sait qu'on a comme valeur intermédiaire moins pi sur 2. Alors la phase, on peut tout de suite la tracer, voilà. Il n'y a pas de suspense, on la connaît. Alors voilà, c'est beaucoup plus rapide que d'étudier avec les fonctions trigonométriques, arc-tangente, savoir quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser arc-tangente. Il faut que la partie réelle ne change pas de signe parce qu'il faut que l'argument soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, tu vois d'ailleurs que, enfin plutôt le résultat, la fonction sera définie, oui, dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et tu vois d'ailleurs que là, ce n'est pas le cas. Donc l'utilisation de la fonction arc-tangente serait délicate dans ce cas-là. Il faut utiliser deux fonctions trigonométriques, c'est très pénible. Alors que cette méthode te donne très rapidement le comportement de la phase. Reste quand même une difficulté, c'est module de H est égal à Q quand X égale 1. Alors, tout dépend, est-ce que Q est plus grand que 1, plus petit que 1? Est-ce qu'on va avoir une résonance ou pas une résonance? On va voir qu'il y a deux types de comportements d'un passe-bas d'ordre 2, et ça c'est bon de le savoir aussi, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. On peut avoir une résonance de ce type-là quand le facteur de qualité est grand, ou alors on peut avoir un comportement un peu auquel on s'attend, un comportement monotone, décroissant de la fonction de transfert, donc sans
résonance supplémentaire. Alors, voilà un petit peu l'étude qu'on va regarder maintenant. C'est est-ce que le filtre passe-bas a une résonance ou pas. Je précise d'ailleurs que pour les filtres passe-haut du second ordre, c'est exactement la même étude. On a une courbe qui est symétrique, on peut le démontrer par rapport à cette droite verticale. Donc on a exactement la même problématique quand on prend la tension aux bandes de la bobine dans le circuit RLC au lieu de la prendre aux bandes de la capacité. Donc, en tout cas, on voit que oméga 0 n'est pas du tout la fréquence de coupure. Donc je te rappelle la définition d'une fréquence de coupure. C'est la fréquence pour laquelle le gain vaut le gain maximum divisé par racine de 2. Et quand on cherche des fréquences de coupure ou une fréquence de coupure, eh bien, il faut toujours se poser la question, mais c'est quoi le gain maximum? Parce que des fois, les gens disent « Ah oui, c'est forcément 1 », mais non, le gain maximum n'est pas nécessairement 1. Donc il faut bien regarder ça. Alors justement, quelle est la valeur du gain maximum dans cette situation? Voilà une petite étude, pas très rigolote, mais néanmoins très utile, les différents comportements, l'éventuelle résonance du passe-bas d'ordre 2. Alors on va faire bien sûr une étude en fonction du facteur de qualité. Donc on s'imagine que voilà, on peut faire varier le facteur de qualité, notamment en faisant varier la résistance du circuit. Le module de H, bon, tout à l'heure, je m'étais passé de le calculer. Bon, pour faire cette étude, il faut quand même le calculer. Donc, le module d'un nombre complexe, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Alors, pour étudier, savoir si module de H passe par un maximum ici, eh bien, il faut étudier la dérivée de H. Alors, bien sûr, ce serait un petit peu maladroit d'étudier la dérivée de H directement avec la racine, le dénominateur. Ce qu'on fait généralement, c'est on dit que ça, c'est 1 sur racine du dénominateur. De ce truc-là, c'est pas vraiment le dénominateur, mais je l'appelle 1 sur racine de D. En fait, on va étudier D. Donc, D, c'est ce qu'il y a ici sous la racine. Donc ça fait 1 moins x carré au carré plus x carré sur q carré. Donc ça c'est une petite astuce, je t'encourage à la retenir parce que si tu te lances dans le calcul de la dérivée, là c'est vraiment lourd. Déjà là c'est pas très marrant. Donc ça c'est une fonction de x. Et puis on va dériver par rapport à x. Donc dériver des fonctions composées. Donc ça fait 2 fois moins 2x, facteur de 1 moins x carré, plus 2x sur q carré. Alors on voit qu'on peut mettre 2x en facteur, donc 2x facteur de 1 sur q carré, donc moins 2 facteur de 1 moins x carré. Et donc on cherche à voir quand est-ce que ce dénominateur peut avoir un extrémum. Si D a un extrémum, H aura aussi un extrémum. Donc on voit que ou bien x égale à 0, c'est-à-dire oméga égale 0, et bon, ça on s'y attendait un petit peu. Et autrement, donc on peut résoudre cette petite équation. On va trouver x est égal à racine de 1 moins 1 sur 2 q carré. Et en fait, donc ça ne fonctionne que si q est plus grand que 1 sur racine de 2. Alors par le calcul, on voit bien que si le facteur de qualité est plus grand que 1 sur racine de 2, on va avoir un extrémum. Si au contraire il est plus, donc là c'est quand q est plus grand que 1 sur racine de 2, et quand q est plus petit que 1 sur racine de 2, on a une fonction monotone décroissante. Alors bon, tu ne vas pas forcément retenir cette valeur 1 sur racine de 2 du facteur de qualité qui sépare ces deux cas. C'est quand même un résultat extrêmement classique. Et on peut même aller plus loin en disant la chose suivante, c'est que oméga, donc de la résonance éventuelle, c'est donc oméga, parce que x c'est oméga sur oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 2q carré. Si on prend q par exemple déjà qui vaut 2, ça ferait 1 moins 1 sur 8. Donc on voit que c'est pratiquement égal à oméga 0 dès que q est plus grand que 2. Voilà, q égale 2, ce n'est pas un facteur de qualité extraordinaire. Et donc on voit finalement que cette résonance, elle a pratiquement lieu en petit x égale 1, c'est-à-dire grand X égale 0. J'avais un petit peu anticipé ce résultat. Et le gain maximum vaut Q, donc le gain en décibels maximum vaut 20 log de Q. Voilà, donc ça c'est l'étude rapide du comportement de ce filtre passe-bas d'ordre 2 qui peut donc détériorer la capacité
puisqu'on voit qu'on multiplie la tension d'entrée par un facteur Q si le facteur de qualité est très grand, voilà pourquoi on l'appelle le facteur de surtension. Eh bien, on va multiplier la tension d'entrée par Q, ce qui peut éventuellement détériorer la capacité. Donc là, il faut faire attention. Alors évidemment, moi ce que j'aime bien aussi dessiner, c'est le gain en tension, plutôt que le gain en décibels. Je trouve que le gain en tension, ça nous parle largement autant que le gain en décibels, si ce n'est plus. Donc je pourrais mettre ici oméga, ou la fréquence, ou petit x. Et donc on voit que le gain en tension, alors soit il est monotone décroissant comme ça, donc ça c'est quand Q est plus petit que 1 sur racine de 2, et autrement, donc on a une résonance quand pratiquement oméga vaut pratiquement oméga 0, oméga vaut oméga résonance. Donc ça, c'est quand le facteur de qualité est plus grand que 1 sur racine de 2. Et donc là, on a Q. Alors, comment qualifier ce filtre? Est-ce qu'il faut continuer de le qualifier de passe-bas ou de passe-bande? Bon, bien sûr, quand Q est plus petit que 1 sur racine de 2, on voit que c'est vraiment un comportement de passe-bas. Mais quand Q est plus grand que 1 sur racine de 2, finalement, c'est pratiquement un passe-bande. Puisque, alors comment définir la fréquence de coupure? Si le filtre est monotone décroissant, on prend Gmax qui vaut 1 cette fois-ci, divisé par racine de 2. Donc voilà la fréquence de coupure qui n'est pas oméga 0, j'insiste lourdement sur ce point. Donc 1 sur racine de 2, ça fait environ 0,7. Et si au contraire, on a un facteur de qualité qui est élevé, le gain maximum vaut Q. Et donc on se retrouve avec deux fréquences de coupure. Voilà, si on se met à 0,7 fois Q, on a deux fréquences de coupure, un peu comme un passe-bande. Donc on voit toute l'ambiguïté d'appeler ce filtre un filtre passe-bas. Alors c'est vrai bien sûr qu'il laisse passer la basse fréquence, qu'il atténue dans les deux cas les hautes fréquences, mais avec cette résonance-là, l'appeler passe-bande, l'appeler passe-bas, c'est un peu ambigu. On continue quand même de l'appeler passe-bas, puisque sa fonction de transfert, c'est la fonction de transfert d'un filtre canonique, d'un filtre passe-bas. Donc on va continuer de l'appeler passe-bas, mais on est conscient de cette difficulté. Si le facteur de qualité est grand, bien que ce soit un passe-bas, il peut se comporter en quelque sorte comme un passe-bande avec une fréquence de résonance très proche de la pulsation propre du dispositif. Et ça, c'est vrai en mécanique, c'est vrai en électricité. Alors, ce passe-bas, il laisse passer la composante continue d'un signal et puis il va couper les hautes fréquences. Mais entre les deux, attention, au voisinage de oméga 0, tout dépend de la valeur du facteur de qualité. Voilà, j'espère que l'étude de ce filtre, il n'y a rien, je prétends à aucune originalité dans l'étude de ce qu'on a fait là. Simplement, j'ai voulu mettre en avant un certain nombre de méthodes que tu peux réutiliser pour n'importe quel filtre passif pour être très efficace. Donc l'étude qualitative, tu retiens l'utilisation des impédances pour retrouver les équivalents d'une bobine et d'une capacité. Tu es très concentré parce que si tu fais une erreur là au départ, c'est vraiment très préjudiciable. Tu fais attention aux interrupteurs ouverts dont la tension bande desquels est une inconnue que tu détermines avec la loi d'émail si c'est nécessaire, sinon c'est peut-être un petit peu évident. La tension bande d'un fil est nulle, évidemment, résistance négligeable. Quand tu utilises le pont diviseur de tension, bien sûr tu précises qu'il n'y a pas de dérivation de courant et tu fais attention, il y a des structures de filtres plus compliquées avec des dérivations de courant, donc là il faut faire très attention à l'utilisation du pont diviseur de tension. Tu retrouves le comportement qualitatif avec des équivalents en complexe sur la fonction de transfert, ce qui te permet de tracer très rapidement les asymptotes du diagramme de Bode en phase et en gain. Et tu fais x égale 1 pour avoir un point intermédiaire, donc pour pouvoir tracer ça. Et puis tu sais aussi tracer le gain en tension, très utile pour utiliser la décomposition en série de Fourier, sujet sur lequel je me suis déjà longuement étendu et je continuerai de le faire dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. En tout cas, bon courage, à bientôt.